Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour notre podcast sur la famille. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Marc-André. Bonjour Marc-André. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Mhm, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche toutes les familles qui ont des enfants d'âge scolaire, puis même Ben oui, c'est ça, d'âge scolaire. Par rapport à ce qu'on vit dans le confinement. Puis moi, pourquoi j'ai invité Marc-André, c'est parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que tout le monde ne te connaît pas, non, tout à non, c'est fait. ça. Tu es connu à la chapelle, mais pas forcément en dehors. Fait que Mhm, Marc-André, il est enseignant au primaire. Ta classe de cette année, c'est les sixième années, c'est ça? mhm, mhm. Oui. Ouais. Puis au-delà d'être enseignant, Marc-André, il est aussi papa, puis de deux adultes, maintenant deux grands adultes. Il est même papy depuis peu de temps. Ouais. Félicitations! Merci, merci. D'une Mhm, petite fille. Et tu es aussi mariée à Sylvie, qui est aussi impliquée à La Chapelle. mhm, Au niveau de ton implication, toi, à La Chapelle, tu es aussi responsable des 5 à 7. mhm, Fait que les 5 à 7, c'est nos petits groupes de maison, c'est ça, à La Chapelle. Ton parcours, on en a parlé un petit peu, mais moi, je mhm, veux être précise aussi dans ce que tu as mhm. fait. Fait que je te laisserai préciser quel a été ton parcours aussi personnel puis professionnel. Mhm. Moi, j'ai eu une en- je vais y aller au niveau professionnel plus. Je suis enseignant depuis à peu près une trentaine d'années. Puis dans mon parcours de formation, je dirais qu'après que mes deux fils étaient un peu plus âgés, j'ai décidé de retourner à l'école, à l'université, pour formation, par exemple, dans un micro-programme de deuxième cycle en intégration des technologies, de façon à être capable d'introduire justement, là, en temps de pandémie, comment on peut utiliser ces outils-là, des tablettes, les iPads et les portables, de façon à ce que les élèves apprennent et non qu'ils jouent. Donc, ça m'a été très utile dans le contexte actuel. Et puis, j'ai terminé aussi par intérêt personnel, je dirais, une maîtrise aussi en théologie l'année passée. Donc, après, je dirais peut-être 3 ou 4 ans là, de dur labeur. Donc, Ouais. beau défi. J'avais fait aussi une recherche action sur l'intégration des nouveaux arrivants Mhm, en contexte d'église. Et c'était le contexte de l'église aussi, la chapelle. Donc, mhm. alors, c'est ça. Mhm. OK. Puis, si, pour y aller très général, pour commencer, comment ça va en ce moment? Comment tu définirais tes journées? Comment ça va pour toi en ce moment? Mhm. Je vous dirais que le monde a été pris par surprise. Donc, les enseignants ont été pris par surprise par cette pandémie-là. Euh, Aujourd'hui, je vous dirais que ça va bien. Je peux peut-être même dire que ça va très bien. Si on s'en était parlé peut-être il y a un mois ou deux, je pense que je n'aurais pas nécessairement le même genre de constat. Mhm, C'est extrêmement difficile, ce revirement de situation-là, pour les enseignants, mhm, essayer de rejoindre les enfants à la maison et de les amener à continuer d'apprendre. Donc, je vous dirais que les professeurs qui se sont engagés à continuer, on a travaillé beaucoup plus qu'avant, parce qu'il n'y a pas de fin quand on est à la maison. Alors, mhm, on a toujours la possibilité d'aller voir si, d'aller refaire. En tout cas, il y a toutes sortes de petites choses qui sont je dirais pas, qui vont gagner de notre temps. Alors, Sylvie, qui est un peu plus sage que moi dans ma gestion de temps, là, quand je suis dans des situations comme ça, elle m'a dit il y a probablement un mois, c'est quand ta journée où tu te reposes? Et là, j'ai fait, je ne sais pas. Alors, ça m'a interpellé, puis il a fallu que je sois plus sage dans la gestion de mon temps. Donc, c'est ça. Je vous dirais que là, je rencontre mes élèves là, de 10h à midi.
Puis, ça va bien aujourd'hui. Donc, ouais. Puis toi, tu avais une petite longueur d'avance aussi, le fait d'avoir fait ta formation pour Ouais. intégrer les nouvelles technologies. Fait que, on va en parler un petit peu plus loin, mais vous, en fait, en tant qu'enseignant, on peut se dire que c'était les vacances pour vous, le fait d'avoir arrêté l'école, mais en fait, vous n'avez jamais arrêté. Pour ceux qui ont choisi de continuer, ben, qui se sont vraiment investis en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Puis, c'est quoi les stratégies que tu as dû trouver pour continuer d'accompagner tes élèves autrement? Euh, la longueur d'avance faisait en sorte que mes élèves étaient déjà connectés à notre plateforme de Office 365. Nous, on utilise Teams, Mhm, qui est une équipe et qui a la vidéoconférence et tout ça. mhm. Moi, la première semaine, je vais dire ça, malheureusement, j'ai écouté le conseil de mon patron, qui est le ministre de l'Éducation, de faire en sorte que c'était 2 semaines de vacances. Et nous, dans notre contexte, on arrivait d'une semaine de relâche, donc d'une semaine de vacances. On a Ouais. recommencé une semaine. Et là, le jeudi soir, on nous annonce que le lendemain, on n'a pas d'école, puis de prendre 2 semaines de pause. Puis moi, j'ai fait, non, je ne peux pas faire 2 semaines de pause. Je vais avoir tellement de difficultés à reprendre le rythme avec les élèves. Alors, après une semaine, j'ai recontacté immédiatement mes élèves par courriel, les parents aussi, pour leur donner rendez-vous, simplement pour garder le contact. Alors, trois fois par semaine, j'avais ma rencontre Teams pour rejoindre mes élèves, pour prendre de leurs nouvelles, pour voir Mhm. si les parents avaient perdu leur travail, comment ils allaient et tout ça. Après 2 semaines, là, je me suis dit, je ne pourrais pas continuer ça jusqu'à la fin de l'année si c'est comme ça. Alors, on nous encourageait à ne pas continuer l'enseignement, qui était pour OK. moi une très mauvaise stratégie, parce qu'un professeur avec des élèves, s'il n'y a pas d'enseignement, ben, il n'y a pas de raison d'être. Alors, il faut trouver une façon de continuer d'être ensemble en apprenant. Alors, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse plus de la consolidation, de la révision, qui est pour moi aussi une erreur, parce qu'on ne peut pas faire ça pendant des semaines, on peut faire ça Mhm. quelques semaines. Donc, j'ai décidé de prendre l'initiative, puis je me suis dit, même si le ministère nous disait il y avait des plateformes pour ci, puis on faisait des suggestions aux parents, j'ai dit non, c'est moi l'expert, c'est moi qui va dire à mes élèves qu'est-ce qu'ils doivent continuer d'apprendre. Mhm. Alors, j'ai communiqué les informations aux familles, mais c'est moi qui ai pris l'initiative de refaire l'école avec les enfants. Donc, OK. ouais. Mais on s'en rend compte aussi, nous, en tant que parents, le fait, si on a pu échanger avec des enseignants, puis si on a des enfants qui assistent à des Teams, comme tu dis, puis on voit ces défis-là, nous, de notre bord. Puis, en tant que parents, suivre ces enfants, les accompagner dans les Teams, gérer les rencontres, alors qu'ils n'ont pas été à l'école depuis 3 mois, on peut être vite dépassé, en fait. Si on travaille à la maison en même temps, ça peut être vraiment une source de stress puis d'inquiétude sur le retard que nos enfants ils vont peut-être prendre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. La, la- la question du retard, Mhm, euh, ça ne m'inquiète pas beaucoup, je vous dirais, parce que on a souvent l'été qui amène. Non, là, évidemment, on va se retrouver peut-être avec une période de 5 mois mhm, de non-apprentissage. mhm. Je dirais, mais plutôt non-apprentissage peut-être plus formel en contexte scolaire. Parce que ce que j'explique très, très, très souvent à mes élèves, pour qu'un élève réussisse, c'est un élève qui doit lire. Alors, si on se retrouve dans un contexte comme celui-ci et qu'on a la possibilité d'avoir accès à certains livres, peut-être qu'il va falloir faire appel à des familles aussi qui vont aussi échanger certains livres pour nos enfants Mhm. parce que les bibliothèques sont fermées.
Moi, je sais que j'ai acheté plus de livres en librairie dernièrement parce que l'accès est... ben, il n'y a pas d'accès. Donc, oui, il y a des ouvrages numériques et tout ça. Mais indépendamment des ouvrages numériques, moi, je ne suis pas certain que ces vieux jeux, mais je pense que ça prend un livre format papier pour les Mhm. enfants. Mhm. Il faut qu'ils le touchent, il faut qu'ils le sentent, il faut qu'il y ait un contact physique avec le livre. Et le conseil que moi, je vais donner à ces parents-là qui se posent beaucoup de questions sur les retards, Mhm. c'est ce n'est pas de demander à leurs enfants de lire en premier. Ce ne sera pas ça que je vais leur dire. Je vais leur dire, asseyez-vous avec votre enfant et lisez avec votre enfant en premier. Mhm. Essayez de trouver une littérature qui va amener la curiosité chez votre enfant et qu'après, il va avoir peut-être envie de lire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos enfants sont beaucoup plus attirés par les écrans, les Mhm. jeux vidéo et tout ça, et beaucoup moins par la littérature, les romans et les bandes Ouais. dessinées et tout ça. Mhm. Puis, je me rappelle quand moi j'étais à l'école, l'accès à la littérature jeunesse, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et aujourd'hui, là, c'est tellement riche et tellement varié la littérature que nous avons qu'il faut absolument trouver une façon d'aller chercher le style de lecture que notre enfant aime. Mhm. Et si on en commence un roman ou une bande dessinée qu'il n'aime pas, on le met de côté, on en recommence un autre. Et à un moment donné, il va y avoir une étincelle qui va arriver. Je l'ai vécu tellement souvent par expérience parce que c'est rare que je vais recevoir des élèves, même en 5e année, parce que moi, je travaille sur 2 ans Mhm. avec mes élèves. C'est rare que je vais accueillir des élèves en 5e année qui aiment lire. Mhm. Et c'est d'une tristesse. Je comprends pas comment ça se fait qu'entre, je dirais, entre l'âge préscolaire et la première année, où la découverte de la lecture, c'est tellement... les enfants, ils viennent un peu fous. Mhm. Quand ils ont des livres, ils commencent à décoder des mots, puis là, il y a une lecture d'images et tout ça. Puis qu'on se retrouve après ça, en 5e année, puis il n'y a plus ça. Moi, je me pose beaucoup de questions. Il y a quelque chose qu'on a mal fait dans nos écoles, puis peut-être aussi dans nos familles aussi, Mhm. de ne pas avoir continué de les alimenter dans la lecture. Alors ça, c'est probablement le meilleur conseil que je pourrais donner aux familles, c'est asseyez-vous le soir, le matin, choisissez le bon moment, Mhm. mais soyez régulier. Et ça va être dans la constance, la persévérance, dans l'engagement que vous allez voir un fruit. Ça ne sera pas après une semaine. Mhm. Ce sera pas, ça va prendre peut-être plus de temps, mais un de mes fils me disait, après être marié et tout ça, parce que moi, j'ai une habitude dans ma vie, c'est de lire le matin. Mhm. Alors, puis Jean-Daniel me disait dernièrement, il dit, je te remercie, papa que tu lisais à tous les matins. Là, moi, j'ai fait. Puis je ne sais pas tout à fait pourquoi. Il faut que je lui repose la question, Ouais. mais il y a quelque chose, il y a eu un héritage qui s'est fait sans que je m'en sois aperçu. Mhm. Parce que pour moi, c'était pas pour lui que je le faisais, c'était pour moi que je le faisais. Puis ça a eu cette incidence-là. Puis donc, c'est ça. Mhm. La lecture exposée aux enfants, toutes sortes de lectures, il y en a beaucoup, beaucoup de très, très intéressantes. Donc, OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même à la portée de chaque parent définitivement. de pouvoir pratiquer ça. Puis c'est intéressant ce que tu disais par rapport à Jean-Daniel, parce qu'en fait, c'est juste le fait de te voir, mais en fait, ça lui a donné envie. Puis des fois, ça prend pas grand-chose avec les enfants. Tu sais, le modèle, puis aussi l'objet livre, ça les rend curieux, en fait. C'est de se dire, OK, ça l'intéresse vraiment je Mhm. dois faire ça à chaque matin. Fait que ça doit être vraiment cool de lire. Fait que, Puis peut-être aussi en même temps,
on est en train de réfléchir, Sylvie et moi, à nos habitudes de lecteur et de Mhm. lectrice. Et puis, je pense que dans le contexte actuel, c'est soit qu'on va se dire qu'on a moins de temps, ou soit qu'on va se dire qu'on va avoir plus de temps. Mhm. Mais au niveau du temps, il y a quelque chose qui s'est passé dans la pandémie. L'évaluation du temps, euh, soit on est surchargé, on dit c'est comme trop, Mhm. ou j'ai eu le temps de m'arrêter. Et puis, je disais à Sylvie que aujourd'hui, on est beaucoup plus porté à aller voir une série, par exemple, sur Netflix, ou pour mentionner Netflix, là, mais ça pourrait être d'autres choses, Mhm. que de dire, mais ce soir, au lieu de de continuer ma série, je vais m'asseoir, puis je vais faire la lecture. Puis, je trouve qu'on a beaucoup à gagner pour nos enfants, que nos enfants nous voient lire aussi. Mhm. Parce qu'ils vont dire, bien, il y a quelque chose là. Comment ça se fait qu'ils prennent autant de temps pour lire? Surtout quand c'est des livres qui n'ont pas d'image. Oui. Les enfants n'en reviennent pas. Puis là, il dit, ouais, mais quelquefois, on a des livres qui sont en film. Puis les enfants, ils vont préférer le film à un livre. Mais le livre n'a aucune comparaison avec le film. Mhm. Alors, moi, je me souviens d'une série de romans que je ne nommerai pas. Puis, toutes les images que je m'avais fait comparativement au film, le film était vraiment ennuyant. Et c'est un excellent film, mais le roman était beaucoup plus détaillé. Et c'est moi qui Mhm. avais les images. C'était pas le film qui me donnait les images. Les images, c'est moi, je l'avais dans ma tête. Alors, j'ai Mhm. été déçu du film parce que je trouvais que c'était pas mes images. Alors, c'était pas les bonnes images, en fin de compte. Donc, c'est Non, ça que c'est je dis. ça. Fait que tout l'imaginaire que tu te crées en Oui, lisant le livre, ben, ça exact, te casse exact. tout. Puis Mhm, les enfants, on sait qu'ils sont beaucoup dans l'imaginaire et que les amener vers les livres, ça peut vraiment travailler ça, en plus de travailler la lecture. mhm, Mais je trouve que c'est vraiment un bon point que tu donnes. Puis c'est sûr que si tu les fais choisir entre les jeux vidéo puis un livre, on sait ce qu'ils vont choisir. c'est certain, Mais c'est c'est vraiment certain. une habitude à prendre aussi en famille et en même temps de se dire qu'on a les moyens d'encourager nos enfants, puis on peut le faire chacun Mhm. à la maison. Mhm. C'est... Pratico-pratique, là, je vais vous donner un peu des stratégies que moi j'ai utilisées avec mes fils quand ils Mhm, étaient plus jeunes. C'est que je pouvais prendre un livre, puis quand ils savaient lire ou pas, disons qu'ils sait un petit peu lire. Alors, ce qu'on faisait, c'est que moi j'avais le livre, il le tenait, puis moi je lisais un mot, lui il lisait le deuxième mot, moi je lisais le troisième, il lisait le quatrième. Après ça, j'en lisais deux, il en lisait deux. Je lisais une phrase, il lisait une phrase. Je lisais un chapitre ou un paragraphe et tout ça. Puis on jouait. Là, je disais, ah, mais là, on va changer notre voix. Alors là, c'est change ta voix. Alors, fais-le en chantant s'il le faut. Et là, c'est devenu une activité qui était tellement euh, drôle, amusante, qu'on attendait ce moment-là de lecture qui était pour arriver dans la soirée parce que c'était pas viens t'asseoir, on va lire. Non, ouais, non, viens, on va avoir du plaisir ensemble, on va découvrir la lecture ensemble. Et là, mhm, ça changeait complètement ce temps-là qui est devenu un temps très précieux. Et ça demande, oui, une discipline, le temps, mais l'effet que ça a sur nos enfants, là, mhm. c'est fou. C'est fou. Alors, c'est des petites choses c'est des trucs là, que je donne qui amènent aussi un moment aussi privilégié avec ton enfant. Ouais, Tu peux le faire si tu en as deux ou trois, ou ça peut être aussi qu'une soirée, c'est le plus vieux qui commence la lecture avec papa ou avec maman mhm, et que là, on échange. Et souvent, les enfants, ce qu'ils vont faire aussi, vous allez le remarquer dans mon commentaire, que vous allez dire, oui, c'est vrai, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de livres. Parce que souvent, ils veulent relire les mêmes livres. et oui. Et nous, on dit, mais non, on change de livre, là, on l'a lu. Mais ça fait partie de l'apprentissage de relire les mêmes livres. Et ceux Mhm, qui lisent la Bible, hein, moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu en entier, mais je recommence.
Ouais. C'est un livre que je recommence continuellement à lire. Et avec nos enfants, on va vouloir qu'ils changent de livre parce que c'est nous, quelquefois, qui nous ennuyons parce qu'on connaît la fin. Ouais. Mais eux, ils sont vraiment friands. Ils veulent connaître, ils le savent, la fin, mais ils disent, ben, peut-être que ça va changer. Puis on pourrait décider d'arrêter avant la fin, puis de dire, on l'a fait, la fin. Quelle fin on pourrait avoir à cette histoire-là? Comment toi, tu la vois, cette fin-là? Et là, l'échange se permet. Et si on le fait en contexte de famille, ça devient un échange aussi qui peut devenir très, très amusant aussi. Alors, je te laisse parler. Non, non, mais c'est vraiment intéressant. Puis je me dis, même moi, en tant que maman, ces temps de partage, puis ces temps qu'on instaure en famille, c'est précieux, puis ça les marque. Puis ils vont l'attendre, ce moment-là. Oui. Parce qu'au-delà du livre, tu sais, c'est le temps que tu passes avec eux Tout à aussi. fait, tout à fait. Non, c'est vraiment un bon truc. Je vais l'essayer avec Caleb. Puis moi, j'ai une question un peu plus pour revenir au côté scolaire. J'ai eu plusieurs mamans qui m'ont fait part de leur inquiétude, qui m'ont dit, moi, mon enfant, il était déjà, comme, il avait besoin d'un suivi proche, puis c'est sûr qu'après 4 mois sans école, il va redoubler. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus ou alors des informations officielles? J'ai un avis puis j'ai des informations officielles. T'as les deux. Oui, c'est ça. Alors, la question du redoublement, pour moi, c'est une mesure exceptionnelle. Alors, au début de ma carrière, je pensais que c'était une mesure qui pouvait s'appliquer assez souvent. Puis, je l'ai fait avec certains regrets pour certains enfants. Donc, si c'est fait dans un contexte où les différentes personnes concernées dans l'équipe école, que ce soit orthopédagogue et les autres, s'entendent et que les parents pensent aussi que ça va être pour le bien de l'enfant, on le fait. Mais ce n'est pas si souvent que ça, que je pense que c'est un bon conseil. Parce qu'il y a des enjeux aussi, je dirais, psychologiques, relationnels. C'est que l'on se retrouve avec des élèves qui sont plus de notre âge. Alors ça, c'est assez marquant et ça peut être même une condition de ne pas voir autant de progrès. Parce qu'on va avoir l'impression que l'enfant qui va recommencer une année, il va avoir vraiment un envol, mais il va avoir un envol la première étape. Puis après ça, ça va plafonner, puis on va se retrouver avec un profil qui va être assez semblable dans son parcours scolaire. Alors, moi, ce que je pense qui va se produire, c'est que si les parents n'ont pas été informés, nous, au Québec, là, on est à la deuxième étape, là, à la fin du mois de mi-mars. Si les parents n'ont pas été informés qu'il y avait la possibilité de recommencer l'année, les parents, objectez-vous à ça. Ça, c'est la première chose. Si on vous avait déjà mentionné que votre enfant avait des possibilités de... là, il faut être vraiment sensible là, aux enjeux parce qu'on va tous se retrouver égaux à la rentrée scolaire. Alors moi, les élèves que je vais recevoir de la 5e année, parce que là, je termine en 6e, je retourne en 5e année. Donc, il va y avoir eu un 3 mois où les apprentissages sont ce qu'ils sont. Alors, on ne sait pas, on ne pourra pas le déterminer. Donc, mais ce que je sais, c'est que tous les élèves ont vécu ça. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a été malade, par exemple, un enfant qui aurait été hospitalisé pendant 3 mois, puis il revient, ou qui a fait un voyage et qui revient. C'est pas ça. C'est qu'on va avoir des enfants qui vont être tous au même point. Alors, moi, je vais les prendre au même point en sachant qu'il va y avoir des certaines lacunes. Puis ça va être à moi de les combler, les lacunes. Donc, je ne peux pas demander aux parents de faire les apprentissages à la maison. Alors, s'il y a quelque chose que vous devez porter votre attention, c'est lisez avec vos enfants. Moi, je pense que c'est la clé, même au niveau des mathématiques, parce que les mathématiques aujourd'hui, la façon dont ils sont enseignés, la porte d'entrée est beaucoup au niveau de la lecture. Il faut vraiment comprendre nos contextes. Alors, parce que nos mathématiques sont toujours dans des contextes écrits. Alors, c'est beaucoup moins des additions. On en a là, un petit peu, j'appelle ça un petit peu comme de la drill, là.
Ouais. Mais c'est moins ça que quand on était plus jeune à l'école. Donc, Fait que mettre un accent sur la lecture. oui, oui, oui. Puis, Définitivement. le redoublement, moi, je pense aussi le conseil que je donnerais aussi aux parents, euh, soyez très, très discrets dans vos échanges sur la situation de votre enfant. Faites attention à ce que vous communiquez dans son entourage, qu'il va entendre, parce qu'ils sont très, très sensibles à l'image qu'on a d'eux, la façon dont on les perçoit, puis de dire, ah ben lui, il n'est pas bon, puis lui, Ouais. et tout ça. Faites attention. Puis s'il y a des gens dans vos entourages qui ont cette sensibilité-là, laissez-les aussi vous reprendre pour que vous fassiez attention. Parce que nous, dans les classes, on les voit, ces enfants-là, qui arrivent déjà avec une façon, ils se regardent comme déjà pas bons. Ouais. On dit, mais d'où tu prends ça? Puis, bien, des fois, c'est des anciens enseignants, malheureusement, enseignantes. Des fois, c'est les frères, des fois, c'est les amis, des fois, c'est les parents et tout ça. C'est très fragile, un enfant, et ça absorbe beaucoup Ouais. tous les petites remarques, les petits commentaires qui amèneraient à dire de lui qu'il est un petit peu moins intelligent, en fin de compte. Ouais. Puis je pense que ça nuit à nos enfants. Je pense qu'il faut... Moi, ce que je me suis aperçu dans mon approche en éducation, c'est que j'ai décidé de mettre mes attentes très, très hautes. Même pour un enfant que l'école est difficile. Puis, je ne le descends pas, mais je vais lui donner plus d'accompagnement. Mm-hmm. Alors, il en a besoin de plus, donc je vais lui en donner plus. Mais je ne veux pas descendre mes attentes parce qu'il ne pourra pas se dépasser. Il va peut-être les rejoindre plus facilement, mes attentes. Alors, je vais les mettre un peu plus hautes. Puis, quand il va se sentir découragé, bien, moi, je suis là pour l'encourager, pour le supporter puis l'accompagner. Donc, ouais. Ouais, c'est de toujours l'amener vers le plus et de ne pas pointer ses difficultés, en fait. Puis, Exactement. c'est vrai ce que tu dis, parce que des fois, c'est bénin pour nous, dans la façon dont on le dit. Ah, ben, non, mais lui, il est meilleur en français qu'en maths. Fait que l'enfant, il va se dire, OK, je suis pas bon en maths. Fait que les efforts, je les ferai même plus parce que je suis mauvais en maths. Puis, de faire attention à ce que nous, on dit en tant qu'adultes aussi de nos enfants, c'est vraiment important. Mm-hmm. Puis, si on est en présence d'une famille, abandonnez les comparaisons entre vos enfants. Laissez faire ça. C'est tellement pas constructif parce qu'il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre. Alors, il y en a un qui finit toujours par écoper du regard, des commentaires. Moi, dans mon expérience, j'ai accompagné des enfants je me souviens d'une jeune fille qui est rendue probablement en secondaire 3. Ça fait 3 ans que je l'ai eue, puis on avait décidé de la mettre avec moi en 6e année parce qu'elle avait des défis en mathématiques. Puis son père était au doctorat en mathématiques à l'Université de Montréal. Alors, beaucoup, beaucoup de pression pour comprendre ces fameuses mathématiques-là. Et puis, moi, je me suis aperçu que ce n'était pas ça du tout, son défi. C'était qu'on lui avait dit qu'elle ne comprenait pas les mathématiques, qu'elle n'était pas bonne en mathématiques. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, là, comment j'ai dit? J'ai dit, est-ce que tu as confiance en moi? Puis là, je dis, est-ce que tu as vraiment confiance en moi? Mais elle a dit oui. Mais j'ai dit, alors, crois-moi, là, j'ai dit, tu vas comprendre les mathématiques. Je vais te les expliquer. J'ai dit, d'après moi, les mathématiques, c'est facile aussi pour toi. Puis, au début, elle ne me croyait pas. Puis, je l'ai revue 2 ans après et elle avait des notes de 90 en mathématiques au secondaire. Puis, elle ne réussissait pas en mathématiques en 5e année. Donc, par le regard, puis c'était une jeune fille tellement intelligente. Puis, je pense que la plupart de nos enfants, ils sont comme ça. Oui. C'est rare que j'ai rencontré des enfants qui n'avaient pas des capacités pour apprendre. C'est rare. Et c'est d'une tristesse parce que les enseignants, on s'aperçoit qu'il y a des injustices aussi dans la façon dont nos élèves arrivent,
que ce soit le contexte familial, les habilités. Des fois, il y en a qui sont très, très forts, qui saisissent les choses super facilement. Puis il y en a d'autres que ça prend un peu plus de temps. Mhm. Mais on est là pour prendre un peu plus de temps avec ces enfants-là. Ouais. Donc, alors, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment encourageant parce que, tu sais, je pense que dans notre parcours aussi, on l'a tous vécu un petit peu, tu sais. Moi, c'est plus loin derrière moi, les Oui. études, mais une remarque ou un prof qui, tu sais, qui laisse tomber avec toi parce que ça marche pas. Mais en fait, comme tu dis, les enfants, ils sont tous capables d'apprendre, mais c'est juste quel espoir on met en eux, puis comment on investit en eux, en fait. Mhm, Puis mhm. je trouve ça vraiment intéressant, l'exemple de la jeune fille que tu as donné, parce que si elle s'était arrêtée à ça, ben toute sa vie, elle aurait traîné qu'elle est Tout à mauvaise en fait. maths. Tout à Fait fait. que, Je me souviens d'une autre. Là, je pourrais raconter plein d'histoires sur des enfants. Je me souviens d'une autre qui, je demandais à la fin de la 6e année quel était le meilleur souvenir. Et puis, chacun parlait à leur tour et tout ça. Puis, elle m'a dit, c'est quand vous avez fait la remarque devant toute la classe que j'étais bonne en mathématiques. wow. C'était son meilleur souvenir. Et puis, je m'en rappelais même pas de l'avoir fait. Puis, je dis, hey, j'ai vraiment eu une bonne idée de lui dire, parce qu'il y a des moments, je trouve que des fois, c'est un peu des contextes de grâce que Dieu me fait vivre avec des enfants. Et puis, cette expérience-là, c'est comme, ah oui, c'est pour ça qu'il faut donner des commentaires qui sont constructifs, qui sont vrais aussi, parce qu'ils ne sont pas dupes, les enfants. Là. Si Non. on leur dit des choses qui ne sont pas vraies, ça ne passera pas. Donc, mais son meilleur souvenir, c'était ça. Je dis, wow, c'était pas une sortie, c'était pas quelque chose d'autre, c'était que que j'ai fait ça devant la classe, en tout cas. Ça m'a marqué à mon tour son commentaire. Donc, en tout cas, c'est ça. Je vous le dis comme ça. Ouais. Mais c'est beau, hein, parce que, tu sais, la façon dont on investit dans les enfants, puis la façon dont on les considère aussi, parce que, tu sais, pris dans le rush, tu sais, je parle en tant que maman, mais tu sais, des Mhm. fois, ça va vite, puis tu sais, eux, ils ont vraiment besoin d'être valorisés, puis d'être encouragés. Puis justement, ce que tu disais, de ne pas entendre ces paroles qui vont leur rester des fois jusqu'à l'âge adulte. Puis c'est ça, en tant que parents, de faire attention à nos mots. Puis je pense qu'on fait tous des erreurs aussi de Tout savoir à fait. leur dire, ben, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit ça, ben, je ne le pensais pas vraiment. Tu sais, de savoir s'excuser aussi. Euh, Très, très important. Très mm, important. Dans mon contexte de classe, il n'y a pas beaucoup de règles, mais ce qui est fait publiquement se règle publiquement. mhm, Alors, un élève qui décide d'avoir la mauvaise idée de me défier devant toute la classe, parce que ça arrive à tous les groupes, alors il va avoir à s'excuser devant toute la classe. mhm. Alors, si moi, je blesse un élève devant toute la classe, je vais m'excuser aussi devant toute la classe. Et l'impact que ça a dans le respect, dans la solidarité, dans le climat de la classe, c'est incroyable parce qu'ils ont un modèle qui amène ah, OK, mais là, je pense que M. Marc-André, il est pas pire, là. Mais là, regardez, là, il l'a pas eu. Puis, il n'a pas fait comme si, non, c'est pas arrivé. Non, c'est arrivé et il s'excuse. Alors, les enfants, ils sont, comme on dit en France, hein, ils sont scotchés, là. Oui. Scotchés, c'est ça? Donc, c'est ça. Ouais. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est vraiment important de... Les enfants apprennent plus qu'on se l'imagine de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Mm. Ils sont des éponges. Ils absorbent tout. Alors, s'ils voient des parents qui encouragent, ils vont le faire avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, avec leurs amis. S'il y a des paroles qui sont positives ou agréables, s'ils en entendent, ils vont aussi les répéter. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, Mm. ouais.
Et on arrive au bout de notre temps imparti, Ben mais oui. moi, j'ai une Mhm. dernière question pour toi. Moi, je t'écouterai pendant longtemps, mais Mhm. est-ce que tu aurais un encouragement, puis pourquoi pas des pistes de solutions pour aider les familles qui se questionnent, puis qui sont inquiètes de je vais faire quoi avec mes enfants là maintenant qu'il n'y a plus rien. On en a parlé de la lecture tout à l'heure. Oui. Mhm. Puis là, on a la question de quand de jour, pas quand de jour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends septembre sans rien faire? Qu'est-ce que je fais avec mes enfants aujourd'hui? Ben, on n'attend pas septembre. Donc, Mm. moi, c'est une impression. Moi, je pense que ça va revenir à la normale en septembre. Donc, je pense que les recherches vont aller dans le sens de on peut laisser faire la distanciation. En tout cas, pour les écoles primaires, Ouais. je Mm. pense qu'on est rendu là. Je le souhaite euh, parce que c'est pas l'école d'être à 2 mètres. Alors, j'ai vu des vidéos circuler, puis je me suis dit, je pense que c'est presque un peu traumatisant de retourner à l'école puis Ouais. d'être à 2 mètres de nos amis. Mm. Alors, à Montréal, ils ont pris la décision de ne pas ouvrir les écoles, là, puis c'était une très bonne idée dans le contexte dans lequel nous sommes. Euh, Vos enfants ont besoin d'avoir des routines, même dans les vacances. Mhm. Euh, c'est extrêmement important que vous mainteniez ces routines-là avec eux, même en contexte de vacances. Puis là, on essaie de faire les choses différemment. Ça crée une stabilité, puis ça développe aussi des traits de caractère aussi chez les enfants. Mhm. Les habitudes sont faciles à arrêter, ne sont pas faciles à installer. Ouais. Donc, il faut les installer tranquillement, puis se donner du temps. La pandémie m'a appris à être un peu moins exigeant envers moi. Euh, je le suis énormément, puis je ne m'en étais pas aperçu dernièrement autant que ça. J'ai des attentes qui sont très, très hautes par rapport à mon rôle d'enseignant. Et Mhm. puis, il a fallu que je descende un petit peu, puis que je me dise, mais on est un peu tous dans la même situation Ouais. dans ce contexte de pandémie. Alors, il y a des ratés, il y a des choses qui ne se déroulent pas comme je veux. Je suis découragé, j'ai envie de pleurer, je suis fatigué et ça ne fait pas de moi un meilleur ou un moins bon enseignant. C'est pas à ce niveau-là. Mhm. Je pense que ça fait partie un peu de notre contexte d'humanité, de vivre avec des limites, puis d'en remettre une très grande partie, pour ne pas dire la totalité, à Dieu, Ouais. de ces limites-là. Je pense aussi que ça prend un peu plus de patience. J'ai envie d'arrêter comme ça. Parce que je pense que chaque parent, chaque parent va se reconnaître avec cette idée-là Mhm. de la patience, c'est ça, peut-être un petit peu baisser nos attentes par rapport à certaines attentes qu'on a vis-à-vis de nos enfants, parce que ce sont des enfants. Ouais. Ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Mhm. Et les enfants, bien, ils sont différents de nous. Donc, puis, comme on est souvent les enseignants, c'est qu'on répète beaucoup. Alors, n'oubliez pas la lecture. Si c'est la seule chose que vous vous rappelez de cet entretien-là, euh, lisez sur la lecture. Hey, merci beaucoup, Marc-André. Ça me fait Euh, plaisir, ça me fait c'était, plaisir. c'était vraiment intéressant puis instructif aussi, parce que Mhm, c'est ton métier d'enseigner. mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans, de parents aussi, mais comme tu disais, de garder en tête que la lecture, de ne pas faire l'impasse sur la lecture, puis que si on doit retenir quelque chose, c'est ça. Merci pour ça, Marc-André. Ça me fait énormément Puis, plaisir. merci pour l'enseignant que tu es. Je pense qu'on voudrait tous un enseignant comme toi pour Mhm. nos enfants. Ben, merci. Mhm. Je te souhaite une bonne journée, puis bon courage pour la suite. Au plaisir, puis c'est ça, au plaisir.
Au revoir. Bye. Au revoir.